Vous vouliez réagir sur cette TVA sociale. Oui, je ne remets pas en doute le fait que c'est une dévaluation qui ne dit pas vraiment son nom, d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Je veux juste réagir parce que je ne voudrais pas que l'on croie que, par exemple, l'histoire de la BCE, c'est un vieux truc théorique, lointain à Francfort. Oui, dans la BCE qui verrait revenir l'inflation avec un risque d'effet de second tour et qui durcirait sa politique regardez monétaire. Ce qui s'est passé. Alors que tout le monde souhaite qu'elle fasse l'inverse aujourd'hui. Regardez, je veux dire, quand j'ai vu les augmentations de taux de la BCE, j'ai lu patiemment chacun des communiqués, et que je lis très attentivement d'ailleurs. On voyait à chaque fois l'inquiétude qui revenait que les salaires dérapent et qu'il y a une boucle salaire-prix. Oui, ça a été l'inquiétude. Elle n'a pas été vérifiée. Elle n'a pas été vérifiée. Donc on voit bien que depuis le début de la création de l'euro, par rapport à la mission principale, pas unique, parce que dans les textes c'est principal, c'est pas unique, de la BCE qui est effectivement de vérifier la stabilité des prix, il y a toujours eu cette inquiétude sur les salaires. Tant et si bien que cette inquiétude a eu lieu que Mario Draghi lui-même, je veux dire, si on trouve qu'en Mario Draghi, un vilain gauchiste, il ne faut pas délirer, s'est inquiété du niveau des salaires, de la progression des salaires en Europe, les trouvant insuffisamment importants. Donc on voit bien que la BCE porte le regard. Donc pour peu que les salaires s'emballent, évidemment, la BCE, même par prévention, avant que ça n'arrive, risquerait de modifier sa politique monétaire. Et la modification d'une politique monétaire, c'est pas anodin, c'est pas juste des gens qui font joujou, plus 25, moins 25, ou moins 100, ou je sais pas quoi. C'est vraiment une réalité qui va concerner l'économie. Donc c'est pour cela que je veux pas qu'on oublie que quand on a construit la monnaie unique, on l'a construit avec l'idée que la modération salariale devait être nécessaire. Voilà, c'est tout. Bon. C'est assez vrai, hein. Bah oui. Non mais pardonnez-moi, pardon de vous dire ça. C'est pas péjoratif, mais c'est une réflexion d'économiste. Mais je veux dire par là que c'est totalement en violente confrontation avec une réalité que les économistes peuvent aussi regarder et constater, c'est que quand le travail ne paye pas suffisamment, ça démotive le salaire. Il ne faut pas oublier comment la richesse est créée avant de vouloir se demander comment on va les répartir. Elle est créée parce qu'il y a des gens qui sont motivés, parce qu'il y a des boîtes dans lesquelles on entraîne ses salariés, parce qu'il y a un projet, parce qu'on est rémunéré, parce qu'il y a un enthousiasme. Et finalement, la croissance, c'est ça. Et lorsque vous cassez les jarrets des gens qui travaillent parce qu'ils se démènent et qu'à la fin le 26 du mois, ils n'ont plus de quoi payer autrement qu'à crédit, eh bien, petit à petit, vous démotivez un peu la vie. Non, Denis a la parole. Denis a la parole. Dans un instant, monsieur Frédéric Farah. Denis Ferrand. Juste un mot pour toujours se rappeler que ce qui fait le déterminant fondamental du salaire, ce sont les gains de productivité. Je pense que c'est déjà... Et ça, c'est vraiment le sujet sur lequel... Il n'y a pas un économiste qui conteste ça. Mais justement, et c'est là qu'en fait, il faut remettre peut-être les choses dans l'ordre, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait en sorte de retrouver des gains de productivité qui sont beaucoup plus forts dans cette économie. J'ai évoqué tout à l'heure le sujet qui, à mon avis, est un des sujets principaux qui nous concerne, c'est le problème qu'on incite au travail de basse qualification et on désincite au travail de haute qualification. On ne peut pas avoir de gains de productivité dans ces conditions-là. Et puis, la TVA sociale, c'est aussi une affaire de chercher, d'une certaine manière, des nouvelles bases fiscales. Qu'est-ce que l'on voit actuellement à l'échelle mondiale? Regardez ce qui se passe avec les États-Unis. Sur quoi vont porter ces nouvelles bases fiscales? Ce sont les droits de douane. C'est aussi ce fameux article 899 où en fait on va taxer les revenus financiers dès lors qu'ils irriguent des pays qui ont des pratiques jugées discriminatoires. Dans la loi de finances aux États-Unis. Exactement, dans la loi de finances américaine. Et donc on voit bien qu'il y a un déplacement désormais vers des recherches de bases nouvelles. Et on évoquait tout à l'heure des assiettes nouvelles. Et la TVA sociale a quand même aussi cette dimension qui va un peu dans le fil de l'histoire. On peut la regretter. À chaque fois que l'on veut dissuader quelque chose, on le taxe. Je veux dire, vous voulez dissuader le tabac, vous le taxez. Vous voulez dissuader ce qui est polluant, vous le taxez. Et là, qu'est-ce que l'on constate? Qu'il n'y a rien dans notre pays qui soit davantage taxé que le travail. Comment voulez-vous que l'on ait un autre résultat que le taux d'emploi le plus décevant que l'on puisse avoir dans une économie moderne? Parce qu'on n'arrête pas de taxer l'emploi. Eh bien, il y a un moment donné, on a atteint l'objectif, on dissuade l'enthousiasme au travail. Vous savez, moi j'ai été un fervent porteur, et encore je le suis, de j'aime ma boîte. Pourquoi? Parce que vous avez des entrepreneurs, vous avez des salariés, et on va de l'avant, et c'est ça la création de richesse, et c'est quelque part une nation en miniature. Quand vous coupez l'un des facteurs en dissuadant l'enthousiasme et l'engagement dans le travail, parce que le travail ne paye plus, vous cassez quelque chose qui est fondamental, et pardonnez-moi, je ne sais pas si c'est une réflexion d'économiste, mais c'est une réflexion de
tous les entrepreneurs de notre pays. Je pense qu'il y a là un mouvement qui est nécessaire. Et pardonnez-moi d'y mettre un peu d'enthousiasme et d'énergie, parce que je ne crois pas que ce soit simplement en mettant des analyses d'économistes face à face que l'on arrivera à surmonter ce débat. Vous vouliez poursuivre peut-être, Denis? Non, c'était vraiment sur cette dimension du travail où où il va falloir le retrouver. Il va falloir retrouver aussi la progression dans le travail. C'est ça, l'incitation à la progression dans le travail. C'est pas seulement prendre une position fixe. Le travail, c'est pas rentrer à un niveau SMIC et ensuite y rester. Non, ce qui est désespérant dans ce pays, c'est justement d'être dans ces situations. Et c'est comment est-ce qu'on construit les passerelles qui permettent aussi de se révéler dans le travail. Oui, Frédéric. Pas trop long, hein, Frédéric. Non, pas trop long, j'apporte paix et tranquillité. Oui, paix et tranquillité. Dans cette énergie débordante. Mais on a le droit d'avoir des sujets sur lesquels on est un peu habité. Mais bien sûr. Souvent, c'est vrai que le regard de l'économiste est un regard un peu froid et clinique. Oui, et même je pourrais même m'accabler parce que, comment dire, un grand économiste avait dit que c'était une science lugubre. Hein, c'était Schumpeter qui disait ça. C'est une science lugubre. Bon, alors il disait ça. Alors en même temps, dans ses textes, ça m'a. Allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce que ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a un taux de TVA qui, pour une fois, n'est pas le record d'Europe. Non, mais il y a une vraie question. Je suis tout à fait d'accord. C'est la question après laquelle tous les Européens courent, et même les Américains. La productivité. Comment relancer la productivité? C'est l'obsession. Nos amis italiens sont obsédés par la question, je le sais. En France, ça va un peu mieux, mais la productivité. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Quand, à partir de 1993, on a fait des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, tout gouvernement confondu, on a certes sauvé de l'emploi peu qualifié qui était détruit dans les années 80, mais c'était des emplois peu productifs. Alors très bien. C'était l'objectif. On a préservé des emplois peu sortir productifs. du chômage des gens qui n'avaient pas de qualification. Voilà. Et ça a fonctionné. Et ça coûte 76 milliards. Bon, ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Juste une statistique, taux d'emploi des non qualifiés, des personnes qui ont un niveau de formation maximale brevet, taux d'emploi des non qualifiés en 93, 55%. Taux d'emploi de ces mêmes non qualifiés en 2024, 55%. En fait, on a créé des emplois de basse qualification qui n'ont pas été nécessairement saisis par les personnes auxquelles on les destinait, mais plutôt par des personnes qui étaient beaucoup plus formées et qui, au total, se sont retrouvées à la fin déqualifiées dans le type d'emploi qu'ils pouvaient prendre. Donc on est d'accord, et ça a coûté très cher, et ça coûte très cher aux finances publiques. Je me rappelle, on est à 76, 77 milliards. On était à peu près, oui, même plus. Même 80 peut-être. Donc voilà, donc ça nous a coûté très cher. C'est le coût des allègements de cotisations. Donc la facture astronomique. Et je rappelle, comment dire, cette course à la productivité. On avait espéré, quand le numérique a commencé à pointer son nez dans les années 90-2000, ça y est, ça va arriver. Bon, les résultats ont été mitigés. Maintenant, l'AI arrive, on dit, ça y est, ça va arriver. Bon, alors on attend toujours que ça arrive. Alors peut-être l'économiste est chiant, il fait des analyses d'emmerdeurs, etc. Je sais que notre ami à côté est dans le populisme anti-économiste. Non, Frédéric. Et anti-lugubre. Non, Frédéric. Non, mais je dis ça pour le taquiner parce que je l'aime bien. Mais voilà, parce que taquinons-nous et c'est sympathique. Mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, la productivité et les salaires doivent marcher ensemble. Et on est tout à fait d'accord qu'à un moment donné dans l'histoire économique, ce qui s'est passé à la fin des années 70, c'est que ça a suivi les prix plus que la productivité. Donc on a eu l'inflation qu'on a connue à une époque, mais qui n'est qu'on n'a pas vu. Pardonnez-moi, c'est faux. Excusez-moi, Frédéric. Quand je paye salarié 3 900 € par mois, ça me coûte 8 500. Donc je veux bien, et je suis d'accord, totalement d'accord avec Denis Ferrand sur le fait qu'il faut non pas que l'emploi soit un endroit fixe et statique, mais qu'il y ait de la progressivité. Mais lorsque j'ai déjà dégagé 8 500 € pour donner 3 900 à mon salarié, ma capacité à lui dire je vais vous motiver et vous allez pouvoir gravir des échelons et vous allez pouvoir arriver à 5, à 6, à 7 000 € suppose une création de richesse absolue. La marge est considérable. Et ça a tout bloqué. Donc, il faut débloquer ce système. Et comme nous n'allons pas réussir à le débloquer en disant que l'on va verser des cotisations moins importantes, que l'on va moins protéger et comment dirais-je, rogner sur la sécurité sociale, il faut trouver de nouvelles assiettes. Il faut en sortir. Regardez. Au lieu de regarder ce que serait le problème éventuel de bouger, regardez le drame dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est l'origine de tous nos déficits. Il faut en sortir. Oui, mais juste un mot. Aujourd'hui, quel est le salaire médian en France ?
Le salaire médian, on doit être à 2000 net. 2100. Oui, 2100. Donc ça veut 2000 dire, net aujourd'hui. Ça veut dire concrètement, et qu'on masse TVA le salaire moyen doit être à 2400 € Ok, net. mais TVA sociale ou ce qu'on voudra, il y a donc 50% des Français qui gagnent moins de 2000 €. Ok. Net, je précise. Net. Donc, je veux dire que demain, même si on modifie l'assiette fiscale, etc., donc, est-ce que ça va relever le salaire médian ? Oui, je veux et soyez certains que ce qui me motive, et motive un peu la passion que j'y mets, je souhaite enrichir mon pays. Voyez-vous, je souhaite que le salaire médian ne soit plus au-dessous de 2000 € dans notre pays. Je pense que ce n'est pas l'ambition que nous pouvons avoir pour notre pays. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le gros des prélèvements obligatoires porte sur le travail. C'est absolument évident que les bons impôts sont les impôts à assiette large et à taux bas. Oui. Enfin, tout ça est parfaitement valide. N'oublions jamais. La CSG. Oui, d'accord. Mais ça porte là-dessus. Pourquoi ? Parce que quel est le facteur de production le moins mobile ? C'est le travail. Quel est le facteur le plus mobile ? C'est le capital. Donc quand le travail de production, celui qui est le moins mobile, c'est sur lui que porte l'ajustement et pas sur celui qui est le plus mobile. Il est clair qu'on va souvent chercher des prélèvements sur ce qui est peu mobile. Parlez-en aux propriétaires immobiliers, ils savent à quoi s'en tenir. Je rappelle qu'en 1990, l'Europe consacre... Si vous êtes en train simplement de faire l'apologie de l'existant, pardonnez-moi, vous faites l'apologie d'une faillite totale. Non, mais je ne fais l'apologie de rien du tout, mon cher Leonidas. Si, vous faites l'apologie de l'immobilisme. Toute idée, vous lui dites, non, si on bouge tel ou tel paramètre, ça pourrait avoir telle conséquence, donc surtout ne bougons pas. Pardonnez-moi, je pense qu'il faut effectivement tout remettre à plat. Cher Leonidas, ne me prêtez pas un propos que je n'ai pas, je n'ai pas dit qu'on ne bougeons pas, je dis qu'on a un cadre macroéconomique ultra problématique et que si on ne le transforme pas, eh bien effectivement, on va en rester là. C'est ce que je dis. Et le problème, c'est que nous avons choisi en Europe, pour des bonnes ou mauvaises raisons, une libre circulation des capitaux avec ce qu'elle avait de positif, ce qu'elle avait de négatif, forcément le capital qui était moins mobile, parce que demain, vous n'avez pas de travail à Paris, vous ne courez pas aussi vite. Pardonnez-moi, votre débat sur le capital n'a aucune incidence sur la TVA, et je suis certain que vous pouvez nous montrer que les économistes peuvent ne pas être lugubres en voyant un peu l'avenir de façon un peu plus positive. On est fondamentalement sur un sujet qui n'est pas si éloigné avec cette note que Rexecode a publiée, Denis Ferrand, le 11 juin 2025, sortir l'économie française de l'enlisement par une réelle volonté de croissance. Je crois qu'on a évoqué déjà pas mal de sujets. Quelle est la quantité de travail ? Quel est le niveau de productivité ? Il y a également un aspect important, là, qui n'est pas dans le débat qu'on a eu depuis le début de l'émission, c'est la mobilisation de l'épargne privée. Et ça résonne avec ce chiffre de l'INSEE de la semaine dernière qui nous a annoncé qu'on était à 18,8% de taux d'épargne privée, principalement dans les mains, pardonnez-moi, mais des retraités. Oui, tout à fait. C'est vrai que, en fait, on est parti d'un constat, ou plutôt d'un calcul assez simple. Qu'est-ce que produit la croissance que l'on a actuellement ? Alors, on va faire 0,6, 0,7. En gros, on va dire croissance potentielle en France, 1%. Pour être gentil. Pour être gentil. Allez, ça vous procure 30 milliards. Le surplus est de 30 milliards. On a ensuite, face à ces 30 milliards, mesuré ce que sont les besoins qui sont exprimés, les besoins en termes de décarbonation, les besoins en termes de défense, les aspirations, les évolutions de dépenses qui sont spontanées du fait du vieillissement de la population, avec les dépenses de santé, les dépenses de retraite, vraiment des dépenses qui sont un peu contraintes. 120 milliards. Donc on a d'un côté 30, on a de l'autre côté 120. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les deux ? Et en fait, il va falloir faire un peu de tout. Il va surtout falloir essayer, ce qui est le plus consensuel à construire, c'est véritablement cette politique de croissance. Alors, une politique de croissance, c'est facile de la dire. Je me souviens, moi, ça fait 25 ans que je bosse à Rexecode. On avait fait un rapport en 2003. Ça s'appelait ce point de croissance qui nous manque. À l'époque, on faisait 2% de croissance. Et le point de visée, c'était 3. Donc là, maintenant, on essaye d'atteindre péniblement 1%, effectivement, quand on est gentil, comme vous l'avez dit, pour arriver à 1%. Donc, comment est-ce qu'on refait une politique de croissance ? Pour cela, c'est l'enjeu de productivité. Et un levier, moi, qui me frappe, c'est notamment Antonin Bergeaud qui évoquait ce sujet. Quand vous regardez qui dépose des brevets dans les technologies de rupture, à 30%, ce sont des Européens. Qui produit les technologies de rupture dans les domaines vraiment de la grande avancée, la génomique, enfin tout un ensemble de sujets, l'IA, 5% de la production est le fait d'Européens. En fait, on a moins un problème de recherche qui est là, ou en tout cas de formation des esprits, un problème de traduction de cette recherche en véritable activité. Donc, il y a l'enjeu de la productivité. Et pour manifester le pont qui va de cette recherche véritablement profonde à de la véritable activité, un des ponts à mobiliser, c'est notamment cette épargne qui est surabondante chez nous, et qui s'est constituée 5 points de taux d'épargne, enfin 4,5 de taux d'épargne en plus par rapport à 2019, avec effectivement, comme vous l'avez dit, une épargne qui se trouve dans les poches de personnes qui vont aussi viser, et de plus en plus, à avoir du rendement très régulier. C'est-à-dire que
plus on vieillit, plus on demande à son épargne de produire un rendement régulier parce que je ne suis plus dans un moment où je prends du risque. Donc on a un problème d'allocation de cette épargne qui fondamentalement ne prend pas du risque, en tout cas spontanément, à un moment où justement il va falloir refaire de l'activité productive très à risque. Et donc c'est vraiment la réhabilitation du risque en réalité qui est sous-jacent de cet enjeu de croissance. Le moteur que vous décrivez, c'est l'investissement. Je trouve ça extraordinaire parce que... De quoi donc effectivement, cet exposé que vient de nous faire Denis Ferrand, parce qu'il est en résonance avec ce que beaucoup d'entrepreneurs considèrent comme étant aujourd'hui la grande aventure économique de notre génération, qui est la réindustrialisation. Et on n'arrivera pas à faire cette réindustrialisation sans effectivement s'appuyer sur l'épargne disponible. Et c'est un magnifique projet. La réindustrialisation, de redevenir, comment dirais-je, propriétaire de nos moyens de production. Et le producteur est effectivement celui qui a besoin à un moment donné des capitaux pour réaliser, comme vous le dites très justement, la transformation de toute, comment dirais-je, la propriété intellectuelle en véritable progrès sur le marché. Et ça, c'est un projet politique absolument majeur. Et il s'avère, et vous le dites très bien, que nous avons les réserves financières et les réserves d'épargne pour le réaliser. En tout cas, on a l'épargne privée pour le faire. L'épargne au niveau de la nation, pas forcément parce que cette épargne privée a comme compensation une désépargne publique, hein, c'est la traduction du déficit public, et ce qui fait que l'épargne de la nation, en réalité, ne progresse pas tellement. Mais en revanche, il y a vraiment un enjeu d'affectation de cette épargne. Beaucoup seront d'accord avec vous et considèrent que, compte tenu des caractéristiques des épargnants français, il faudra leur accorder une garantie publique sur le capital investi pour que le risque soit... Oui, non, mais on retrouve... cette question, elle est en plus... Elle est européenne parce que c'est tout le problème des Européens. C'est-à-dire, les Européens ont eu de l'épargne à gogo, ils ne savent plus comment faire, et cette épargne va souvent financer la dynamique américaine et ne va pas financer la dynamique européenne. Il est un peu logique qu'un épargnant aille chercher le rendement. Oui, bien sûr. Non, mais c'est logique. Et donc, il y a ce serpent de mer qui est cette union des marchés de capitaux en Europe, là, que le rapport Draghi a pu promouvoir, ou le rapport Letta, etc. Et tout ça. Bon. Et donc, il y a toute la question, comment faire pour mobiliser l'épargne européenne au service de la croissance européenne et qu'elle n'aille pas, évidemment, chez nos amis américains. Et c'est un sujet, mais qui est très ancien en Europe. Parce que, je veux dire, par rapport au reste, par rapport aux États-Unis, l'Europe, de manière générale, et pas que la zone euro, est excédentaire en matière d'épargne. Donc, comment faire pour transformer cette épargne en épargne productive ? C'est un peu la question à 1 million dont on n'a pas toujours encore trouvé les modalités. Non, parce que l'union des marchés de capitaux est en chantier depuis longtemps et sans doute pour encore longtemps. Et ça supposerait d'aboutir à une forme d'harmonisation fiscale qui sera évidemment le sujet infranchissable sur lequel personne ne sera jamais d'accord. Nous sommes entièrement d'accord, mon cher Nicolas. Denis Ferrand. Attention, l'union des marchés de capitaux ne fait pas tout. On parlait tout à l'heure de biais culturels dans la représentation du rôle des salariés âgés dans l'emploi, mais il y a la même chose du point de vue de notre comportement d'épargne. C'est très intéressant de regarder comment les Européens investissent aux États-Unis et à l'inverse, comment les États-Unis investissent en Europe. Quand vous prenez la structure des financements que nous, Européens, on a aux États-Unis, quand on fait 100 de dettes, on a 170 d'actions. Quand vous regardez la même chose côté américain, quand ils achètent 100 de dettes européennes, ils achètent 380 d'actions en Europe. Et donc, vous avez un rapport à la prise de risque, un rapport à la détermination, à la capacité créatrice, qui n'est pas tout à fait la même en zone euro. On est beaucoup plus ceinture et bretelle, là où, en fait, eux, ils enlèvent au moins la ceinture, et donc prennent beaucoup plus de risques. Et cette dimension de risque est quand même c'est ça qui fait la dynamique, surtout dans ces moments où on a des ruptures technologiques très importantes, où il va falloir faire des prises de position. L'arme massive, ce serait la retraite par capitalisation avec des fonds de pension. Oui, si on veut vraiment un outil. Mais depuis ce matin, nous évoquons les piliers qui sont extrêmement cohérents. La question de la retraite qui va être abordée ce matin, nous espérons tous que la capitalisation qui a cessé de devenir d'être... J'ai pas l'impression que ce soit quand même dans c'est pas au centre dans le top 3 du communiqué final. Du communiqué final, mais ça a cessé d'être un chiffon rouge. Ça a cessé d'être un chiffon rouge. Et heureusement, parce que c'est effectivement un des leviers qui va permettre aussi de mobiliser notre épargne surabondante. Mais j'étais assez sensible à ce que vous disiez tout à l'heure en répondant à Frédéric. Il y a bien un moment, il faut que les choses bougent.
Oui. Il y a bien un moment où il faudra que les choses bougent. Alors, il y a cette innovation sémantique qui n'est pas très, très élégante sur le conclave. On a parlé des bougers. Je trouve que ce mot était quand même assez extravagant. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas rester campé comme ça sur des postures. Et à la limite, on reste campé sur des postures quand on est sur une situation qui est relativement idéale ou satisfaisante. Mais la situation dans laquelle on est économiquement aujourd'hui enlisé est inacceptable sur tous les plans. Non, mais allez-y, Frédéric Farah. Juste un mot. Alors oui, il faut que ça bouge. Bon, alors, la question, ça bouge dans quelle direction, hein, ça bouge où, vers où? Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut sérieusement dire que depuis le milieu des années 80 aujourd'hui, que ce soit dans la fiscalité française, que ce soit sur le marché du travail, il n'y a pas eu de réforme. Oui. Sur les retraites, on peut dire qu'il n'y en a pas eu. Oui. Alors si on peut dire ça, franchement, moi, les bras Personne ne dit qu'il n'y a pas eu de réforme. Non, parce qu'on dit mais ça a bougé, ça n'a pas eu de cesse de bouger. Non, je veux dire, Emmanuel Macron a modifié la fiscalité pour que ça soit plus business-friendly depuis 2017. Je rappelle que le marché du travail en France a fait l'objet de nombreuses réformes. Pensons aux réformes El Khomri, Pénicaud et toutes les autres d'avant. En France, il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements. Oui, mais des inflexions qui sont faites alors tellement mon cher dans la Léonidas, douleur. la question c'est quand c'est l'inflexion, quand est-ce que c'est une réforme? Quand est-ce qu'on sait que c'est une réforme, quand est-ce que c'est une inflexion? Et je veux savoir quelle est la frontière entre les deux. Eh ben Si moi, je l'ai je peux vous répondre. Ah bah dites-moi, je vous oui, écoute avec joie. Lorsqu'on a gagné juste un an pour savoir si on est passé d'un déséquilibre à un vague équilibre pour retomber dans le déséquilibre, oui, on peut dire qu'on est dans de l'inflexion. Denis Ferrand. Oui, ça me rappelle un rapport qu'avait sorti Jean Pisani-Ferry il y a de ça une dizaine d'années à propos de la réforme quand il était à France Stratégie. Oui. Il parlait de la fatigue de la réforme de la part des Français parce qu'en réalité, on remet sans arrêt le métier sur l'ouvrage et donc sans arrêt, on vient dire on va faire la réforme et vous allez voir, ça a tout changé. Et c'est comme ça qu'on a fait 6 réformes des retraites avec à chaque fois ce message. Et à chaque fois, c'est de la crispation qui à la fin va créer une lassitude, va créer Je me souviens très bien de ce rapport. Une vraie crispation dans le pays. Et donc, effectivement, on fait des petits mouvements. Et voilà, des petits mouvements dans la douleur et on est obligé d'y revenir. Sans aboutir au résultat. Effectivement, c'est d'ailleurs devenu une espèce de tétanie entre les gouvernants et la nation parce que il y a cette idée, enfin, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le corps a proposé qu'on passe à 66 ans l'âge de la retraite en 2070, qui est quand même absolument extravagant parce qu'on a peur de dire que ça pourrait être bientôt comme si ça allait mettre le feu aux poudres. Il faut arrêter d'avoir peur des Français et d'avoir le sentiment que nous serions un pays irrationnel. On n'est pas irrationnel. Il y a, à côté de ça, si vous voulez faire des réformes et obtenir des résultats et faire vraiment des réformes abouties sur chacun des sujets, c'est généralement pas très sympa ce qu'il y a à faire. Oui, la liste intégrale des réformes pour sauver le pays, moi je l'ai là. Hein. Oui. C'est le travail qu'avait fait Patrick Bertrand. Il avait demandé à une intelligence artificielle de bien vouloir lui sortir tous les éléments de réforme d'une nation comme la France, de tous les rapports existants et de voir uniquement celles qui sont communes à tous les rapports. Je pense que vous serez totalement d'accord, et surtout avec tous les débats que vous avez tous les jours pour dire qu'il y a bien pire que de faire des réformes, c'est de ne pas en faire. C'est l'immobilisme. Le résultat de ne pas en faire sera bien pire que toutes celles qu'on peut envisager. Mais juste oui, Frédéric, allez-y. Alors après, il faut se poser la question sur la façon dont on les fait. Quand il y a eu la proposition, la dernière réforme qui fait l'objet d'un débat, la majorité des Français, vous vous souvenez... La réforme des retraites? La réforme des retraites. La majorité des Français étaient contre, ils sont descendus dans la rue pendant de nombreux mois, on a sondé les Français de toutes les façons, ils étaient contre. Alors, très bien, on pourrait dire qu'ils ont tort, ils n'ont rien compris, ils étaient à côté de la plaque, etc. Mais comment fait-on dans une nation démocratique quand la majorité du pays dit « je ne veux pas de A », il y a une élite administrative, privée, publique, comme on voudra, qui va dire « mais non, tu n'as rien compris, il y aura A ». Comment on fait démocratiquement pour concilier quand la grande majorité dit non et un groupe qui se pense éclairé dit oui? Oui, ben je vais vous donner la réponse. Léonidas, oui, c'est un vrai sujet. Mais non, c'est pas un vrai sujet, pardon. Parce que souvent, l'opinion a le sentiment qu'on ne l'écoute pas. Mais voilà. 2 et 2 font 4 et la démocratie n'y changera rien. Donc lorsque l'on a des réalités qui sont des équations économiques et notamment démographiques dans le cas de la retraite, eh bien, il faut regarder aussi, analyser pourquoi les Français sont contre le relèvement de l'âge de la retraite. Généralement, ils ne parlent pas spécialement pour eux. Ils ont à l'esprit, et nous avons tous à l'esprit, et je pense que c'est aussi une vraie, un peu l'honneur de notre pays, de nous dire, non, quelqu'un qui est cassé par des métiers difficiles, ce n'est pas normal qu'il y ait un seul âge de départ à la retraite pour tout le monde, même quand on aura porté des charges, quand on était dans la rue avec des marteaux-piqueurs, et bien que l'on ait 2 âges différents. Un âge pour la majorité des Français qui ont des carrières, j'allais dire, normales de vie de travailleur ou de vie de travail et qui est à 66 ans, et pour ceux qui ont vraiment eu des
des métiers difficiles, un âge qui soit plus vers 62 ans. Et bien là, on répond aux deux questions. Le problème de la pénibilité, que chaque Français a un peu dans ses tripes parce que nous avons cette fibre sociale et je pense qu'il faut la respecter. Et néanmoins, l'équation économique, parce que l'arithmétique, encore une fois, ça ne se résout pas par un débat démocratique. Je partage pas complètement, mais c'est pas grave. On aura une autre occasion d'avoir de ces débats. Après, c'est très compliqué quand vous avez effectivement une majorité de l'opinion qui est dans une, enfin qui porte un avis et que vous devez politiquement prendre des choix qui sont juste à l'opposé. La totalité de l'Europe a réussi à faire ce travail. Les Français ne sont pas une catégorie d'irrationnels éruptifs. C'est intéressant de regarder en fait l'exemple portugais est quand même vraiment saisissant. Les réformes que le Portugal a menées. Oui, je pense que c'est vraiment très intéressant de comprendre comment à un moment, bien, quand on se retrouve au pied du mur, il y a des choix qui sont extrêmement douloureux à faire, mais qui à la fin créent un rendement. En fait, c'est aussi cette logique d'équilibre intertemporel. On voit les pertes immédiates, on ne voit pas forcément les gains qui sont à plus long terme. Et là, c'est véritablement aussi un enjeu d'économie politique. Après, est-ce qu'il faut souhaiter une vraie tension de marché pour inciter le pays à se réformer de manière plus immédiate? Est-ce qu'on peut bouger sans une pression de marché? Est-ce qu'on peut bouger sans une pression de marché? Beaucoup considèrent qu'il nous faudra effectivement un petit coup de... Non, mais je veux dire... On a fini, Frédéric, mais... Non, mais allez-y. Non, mais la pression extérieure, non, mais elle existe, elle a même touché les États-Unis au début du mois d'avril. Oui, mais regardez, par exemple, moi je trouve que c'est pas un progrès démocratique, que par exemple la politique monétaire, depuis maintenant 25 ans, a été soustrait au débat public. C'est-à-dire, quelle que soit la majorité au pouvoir, si la politique monétaire ne vous convient pas, vous devez vous y conformer. Pour moi, c'est un recul démocratique, c'est pas un progrès. Voilà. Alors, on pourra ouvrir un autre débat sur l'indépendance des banques centrales. Bien sûr. Mais je sais que d'autres personnes partagent votre point de vue. Et certains considèrent que malgré tout, l'indépendance des banques centrales, c'est quand même aussi une corde de rappel pour éviter aux États. Je voudrais dire à quel point il n'y a aucune autre télévision, aucune autre radio où des débats comme cela peuvent durer pendant 1 heure. C'est une extraordinaire richesse de cette antenne et l'extraordinaire richesse que Nicolas Dos nous a apporté par les aliments qu'il a fait. Je vous remercie. Tous les matins, je dois dire que c'est, je ne sais pas si c'est un moment démocratique, c'est un moment médiatique. En tout cas, de liberté. Il faut impérativement pérenniser. Merci Denis Ferrand, Frédéric Farah, Léonidas Kalogiropoulos. Merci Nicolas Dos. Rendez-vous demain à 9h.